sont véritablement de nature à animer de manière experte la capitale du Sénégal. Alors, on avait évidemment prévu de commencer à 17h. Voilà, il est 17h30. Et évidemment, bon, j'ai beau insister sur le fait qu'on commence les choses de manière ponctuelle, mais si la personne qui est censée parler n'est pas là, on ne peut rien contre ça. Alors, je connais aussi Grand Mamoussé. Je crois que peut-être qu'il y a mal donné quelque part où il a eu des handicaps de dernière minute tout à fait inexplicables parce qu'il respecte toujours ses engagements. Et en plus, on voulait le faire parler dans un domaine qu'il maîtrise à merveille. Je me disais, ce serait une délectation aujourd'hui d'écouter Mamoussé. Bon, mais il n'est pas encore là, donc je crois que peut-être le docteur Abdoulaye Diallo va s'adresser à vous. Et peut-être qu'avant qu'il ne finisse de parler, Mamoussé sera là. Il va faire comprendre aussi que le ministre secrétaire général du gouvernement devait présider, mais il a dit de commencer et qu'il se joindrait à nous. Donc je vous souhaite la bienvenue. Toutes nos excuses pour ce retard, même si nous ne sommes pas responsables. Mais bon, nous organisons, donc nous assumons la responsabilité. Et puis je donne la parole à Abdoulaye. Et par ailleurs également, lui, on lui avait dit que c'était à 18h. C'est à 15h que j'ai rectifié ça pour lui dire que c'est à 17h que ça allait commencer. Il m'avait dit qu'à 17h qu'il serait là. Voilà. Nous nous excusons effectivement, comme a eu à le dire le professeur Ousmane Sène. Je m'associe à lui pour vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue à l'ouverture de cette première édition de la Semaine sénégalaise du livre que nous voulons du 30 juin aujourd'hui, du 30 mai aujourd'hui au 4 juin, c'est-à-dire le samedi. Je voudrais quand même, avant de prendre la parole, la donner surtout à mon assistante Laetitia, qui a coordonné quand même toute l'activité, pour qu'elle puisse au moins dire 2 mots avant que je ne puisse m'adresser à vous. Merci. Venait d'arriver de France et qui n'avait peut-être qu'une seule adresse, l'adresse de ses parents, et qui est venu avec un projet et qui a dit je veux commencer l'harmattan ici au Sénégal, et qui a dit est-ce qu'on pourrait collaborer pour que certains livres qui seraient dédicacés ici. Alors quand je pense à Abdoulaye Diallo par rapport à la jeunesse actuelle, je dis c'était un porteur de projet qui avait confiance en lui-même et qui avait placé ses espoirs en son pays, son propre pays. Mais Abdoulaye Diallo maintenant fait partie du paysage culturel du Sénégal. On ne peut pas le nier. Quand il revenait, c'était une entité invisible, une entité anonyme, aussi bien au niveau de la personnalité de l'homme qu'au niveau de l'institution qu'il voulait porter sur les fonds baptismaux. Abdoulaye Diallo, tel qu'on le connaît maintenant, n'existait pas il y a 5 ans. L'harmattan que l'on connaît maintenant n'existait pas il y a 5 ans. Alors, si c'est un jeune Sénégalais qui a fait ça, c'est peut-être une méditation un peu pour les autres jeunes Sénégalais pour se dire que c'est possible. Pour dire tout simplement qu'on ait confiance en soi, c'est le début. Qu'on ait confiance aussi en son pays, véritablement, pour pouvoir y arriver. Alors, Abdoulaye, félicitations. Tu fais un certain anniversaire, mais tu mérites que tous les Sénégalais t'applaudissent, parce que véritablement, tu as porté un projet que tu as réalisé, et sur le plan culturel, on ne peut pas parler de culture au Sénégal sans parler de l'harmattan et sans parler de celui qui a porté le projet. Le grand Mamoussé est en train de venir, donc je voudrais qu'on l'applaudisse véritablement. On lui doit toutes ces après-midi où les gens sont venus ici, on s'est délecté, de grands intellectuels sont venus parler, et beaucoup de gens, plus de centaines de personnes,
ont pu oser écrire un livre grâce à l'encouragement d'Abdoulaye. Je crois que c'est une réalisation extrêmement importante dans ce pays-là et on devrait encourager ces jeunes hommes-là à tout point de vue. Donc Abdoulaye à nouveau, Gatingala, je ne sais pas comment on dit ça en couleur. Mais merci. Voilà. Trois objectifs. La promotion de la littérature africaine, et spécifiquement sénégalaise. La découverte ou la redécouverte de notre univers littéraire à travers des activités qui sont proposées tout au long de la semaine. Et surtout, l'intégration de la littérature sénégalaise comme un vecteur culturel à part entière, au même titre que la musique, le sport ou les arts, et se réapproprier cette culture littéraire qui forme notre histoire et nos valeurs. Donc, à tous et à toutes, je vous souhaite de passer une excellente semaine sénégalaise du livre. Bravo Laetitia. Je vais envoyer un professeur sur ce qu'elle a dit juste pour dire quelques mots. Surtout des mots de remerciement. Des mots de remerciement à l'endroit du WAC. Et quand je dis le WAC, je pense au professeur Ousmane Sen, mais aussi au personnel du WAC. Pourquoi? Parce que j'ai tenu à ce que la cérémonie d'ouverture se fasse ici et non à l'Harmattan ou dans un hôtel de la place, par devoir de reconnaissance. Pourquoi? Parce que tout a commencé ici, au WAC. Tony Gagui, il y a cela 7 ans, quand je suis rentré, je n'avais rien que mes idées. Je suis venu le voir, je suis allé toquer à toutes les portes. Et quand je suis venu le voir, il me dit, mais écoute, Abdoulaye, il n'y a pas discuté de midi à 14h. Le WAC est temps ouvert. Toute activité que tu veux organiser ici, tu l'organises. Et toutes les cérémonies de dédicace qui ont été faites dans ce pays les 5 dernières années avant que l'Harmattan aussi ne commence et que d'autres lieux ne soient ouverts pour l'organisation des cérémonies de dédicace, ici au WAC que ça a commencé. Et tout cela, le professeur Ousmane Sen l'a fait sans demander une quelconque contribution de qui que ce soit. Il l'a fait franchement dans le cadre de ce dont il dispose au WAC. Comment il s'est débrouillé, Dieu sait que je ne sais pas. Tout ce que je puis dire, en mon nom et au nom de tous les auteurs de l'Harmattan et au nom de tous les auteurs qui ne sont pas de l'Harmattan qui ont lancé le livre au WAC, merci. Mais merci aussi à tous les auteurs de l'Harmattan. Ils sont nombreux. À côté de moi, le professeur Manousé, en face de moi, chez Vienne, ils sont nombreux. Je ne peux pas les citer tous, mais aussi tous les amis de l'Harmattan. Quand je dis amis de l'Harmattan, c'est-à-dire tous les amis du livre qui sont présents à toutes les activités que l'Harmattan fait, que ce soit ici au WAC, que ce soit à l'Harmattan ou que ce soit ailleurs. Et ces activités, je sais qu'ils sont nombreux et qu'ils ont été nombreuses tout ce temps. Mais aussi remercier tous les collaborateurs de l'Harmattan. Et quand je dis collaborateurs, je pense à tous les directeurs de collection, je pense à tous les soutiens référenciers qu'on sollicite. Le professeur Manousé, il est là à chaque fois, comme il dit que je le réquisitionne, il vient et je n'ai aucun franc à lui donner et il ne m'en demande pas. Et je tenais quand même à le dire parce qu'il y a tous ces directeurs de collection qui travaillent avec nous pour que le travail puisse être fait. Remercier tout le personnel de l'Harmattan et tous les collaborateurs de l'Harmattan. Quand on parle de l'Harmattan Sénégal, on voit M. Diallo, mais Diallo n'est que la face visible de cet iceberg. Je veux dire, il y a des jeunes femmes et des jeunes hommes surtout qui sont là, qui travaillent c'est-à-dire à tout rompre pour faire que ce travail soit une réussite. Moi, à la limite, je ne suis que la personne qu'on voit, mais tous ceux qui travaillent sont vraiment derrière et qui font ici l'expression de la culture. Mais également remercier tous les journalistes culturels. Il y en a vraiment qui sont devenus des partenaires de l'Harmattan, qui ne ratent aucune occasion que nous organisons. Ils sont toujours là pour couvrir les manifestations qui sont faites. Remercier le ministre Latif Coulibaly, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, parce que lui aussi, c'est pas par hasard qu'il a été sollicité pour venir ouvrir cette cérémonie de dédicace. Quand il a fallu ouvrir l'Harmattan Sénégal, Latif est le premier avec qui j'ai eu à échanger là-dessus. Pourquoi? Parce que c'était un auteur de l'Harmattan quand j'étais en poste à Paris, et
et avec beaucoup de devoirs qu'il a eu à traverser ici, il m'a dit, écoute Abdoulaye, s'il faut faire cette aventure, vas-y, fonce, n'hésite pas, tu seras toujours compté sur moi. Et j'avoue que depuis qu'il est là, il n'a jamais manqué d'accompagner. Pour le programme, vous avez tous reçu le programme, je ne vais pas du tout revenir là-dessus. Je voudrais juste dire 2 mots sur les prix littéraires qui ont été lancés. C'est le Grand Prix Cheikh Hamidou Kane pour le roman africain. Le lauréat aura une maison. Pour vous dire, aura une maison. Voilà. Le Grand Prix de la première dame du Sénégal pour la promotion de la littérature, le lauréat aura un terrain de 150 mètres carrés à Yel. Voilà. Ce sont les 2 choses que je voulais dire, mais que cela, en fait, certes, c'est quelque chose de grand, on va dire, mais je voudrais juste dire, quand même, pour le regretter, aucun sponsor sollicité n'a suivi. On a écrit à des centaines d'entreprises, on a écrit, c'est-à-dire à toutes les structures étatiques et non étatiques. La maison et le terrain nous ont été offerts par un jeune entrepreneur sénégalais, qui est en train de travailler, qui n'a même pas été sollicité. Mais quand il a vu le programme, il m'a appelé, il m'a dit, mais écoute Abdoulaye, je mets une maison, un terrain pour les lauréats. Pour vous dire que, voilà, les grands élus, quand on y croit, à la limite, il y a des choses à faire. Et ce que je regrette, c'est que ce sont les grandes entreprises, c'est-à-dire qui se sucrent sur le dos des Sénégalais, je pèse bien les mots, et qui ont de l'argent pour accompagner les activités culturelles qui sont faites, mais aucune entreprise n'a suivi. Au moment où je vous parle, en argent liquide, on a reçu que 250 000 francs. 250 000 francs. Je vous dis toutes les entreprises. Et on a écrit, c'est-à-dire depuis novembre 2015, on est en train de courir dans cette activité. C'est 250 000 francs que nous avons reçus. Et là également, c'est une petite entreprise sénégalaise, Mac Petroleum Compagnie, qui nous a donné ça. Et je voudrais quand même remercier Imosem, qui a mis la maison et le terrain. Voilà. Remercier Mac Petroleum et éventuellement, et surtout aussi peut-être remercier le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Marito Oumia, qui nous a reçus il y a de cela 3 jours, qui va présider la cérémonie de clôture et qui a promis de faire quelque chose. J'attends de voir et quand je le recevrai, je l'annoncerai publiquement. Ce n'est pas de l'argent qui va entrer dans les caisses de l'armement, c'est de l'argent qui va servir à la promotion du livre et de la lecture. Je vous remercie. Pour le deuxième prix, On a donné un seul prix. Ah ok, parce que j'ai vu sur la feuille qu'il y a 2 prix. En fait, le jury s'est réuni à présélectionner 3. Maintenant, sur les 3, il y en a un qui va gagner. Donc ça, c'est le premier prix. Le prix du roman. Non, le prix Cheikh Hamidou Kane du roman africain. Il y a un prix de la première dame. Il y a le prix de la première dame pour la première dame du Sénégal, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Ce n'est pas le prix Marième Faisal. Je sais que les journalistes vont venir là-dessus, mais je tiens à lever l'équivoque dès maintenant. C'est le prix de la première dame du Sénégal pour la promotion de la littérature féminine. Ça veut dire que dans 30 ans, si c'est mon épouse qui est la première dame, c'est elle qui va être là-bas. Si elle veut bien, au moment où je vous parle, nous attendons la réaction de notre première dame actuelle. Merci. Et si c'est la mienne? C'est le seul exemple qu'il ait donné. Par exemple, tout le monde sait que ça en est fait pour la raison. De toute façon, Je le soupçonne. ton épouse est première dame dans son contexte et à son niveau. Je le soupçonne de non. Moi, je vais dire ce que on a l'habitude d'appeler une communication philosophique. Parce que, merci Diallo pour ce que tu fais pour le livre et pour la lecture. Le livre, cet objet, constitue une belle totalité, enfermant tout un monde auquel tu veux faire accéder le lecteur. C'est un geste qui, en lui-même, au-delà du symbole, c'est quelque chose d'absolument
absolument extraordinaire parce que c'est une ouverture du dedans et une ouverture du dehors. Et déjà le Moreau qui est également éditeur, c'est bien ce que cela signifie que de mettre entre les mains de plusieurs personnes au même moment la possibilité de penser à la même chose et bientôt d'être unis par un même projet. C'est cela que Gutenberg a réussi à faire et c'est l'ancêtre lointain de la révolution. Et la plus grande secousse de l'histoire mondiale, c'est bien Gutenberg. La galaxie de Gutenberg, c'est autour de cela que gravitent tous les soleils aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il ne s'éteindra jamais. C'est important parce que sans cela, nous n'aurions pas eu un livre qui, dans l'histoire du monde, dans l'histoire des énoncés, a osé dire tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Là où on a pris jusque-là que les hommes naissaient inégaux, purement et simplement. Et nous sommes dans cette ère qui a été ouverte par cette énoncée fabuleux. Et ce contrat social sera publié à Amsterdam, dans une ville protestante. Et vous verrez également pourquoi ce rôle joué par le protestantisme, par Luther, a été fantastique, parce qu'il a osé faire un pas également aussi important, ce pas d'intériorité et d'extériorité, parce qu'il a traduit la Bible en allemand et non plus en latin. C'est-à-dire que seuls les lettres y arrivaient, il traduit ça dans la langue nationale. À tel point que si vous allez aujourd'hui encore en Allemagne, j'ai assisté à un colloque à Vienne, c'est la Bible de Luther que vous trouvez sur votre table de chevet. C'est des événements qui ne passent donc pas, qui ne s'inscrivent pas dans le temps ordinaire, qui s'inscrivent dans un temps qui transcende et surplombe le temps ordinaire et lui donne signification et sens. Voilà pourquoi j'ai tenu à être absolument présent aujourd'hui. J'aurais demandé à l'être et au lieu d'être payé pour y être, j'aurais volontiers payé pour y être. Donc, je gagne dans cette affaire-là, croyez-moi, Diallo. Et si ça peut aider de toute manière à la promotion du livre et de la lecture, je serai toujours à vos côtés. D'abord parce que c'est mon métier, ensuite parce que j'aime ça. De toute manière, en étudiant, il faut joindre l'agréable, d'autant plus que l'écriture est devenue une matière jouissive, vous le savez très bien, et non plus seulement une arme de guerre. J'ai été invité initialement, mesdames, messieurs, à traiter le thème la littérature africaine contemporaine, un vecteur d'émergence. Entre la première partie de l'énoncé et la seconde, il y a 2 points qui sont 2 points explicatifs et il n'y a pas de point d'interrogation finale. C'est donc bel et bien une thèse qu'on demande de défendre ici apparemment. J'ai cru devoir, en ce qui me concerne, et pour des raisons que je vais expliquer, déplacer le titre, changer le thème, et je vais devoir évidemment m'en expliquer dans la mesure où l'un de mes maîtres, Jacques Derrida, disait toujours tout concept recèle un mot d'ordre et inversement. Et donc, je serai sommé de m'expliquer dans la mesure où tout changement thématique implique un soupçon sur quelque chose d'inavoué, changeant l'ordre des raisons en raison de l'ordre. Il doit y avoir quelque chose qui explique, au-delà du changement simple des mots, il doit y avoir quelque chose de bien plus important. J'ai cru pouvoir, en traitant le thème autrement ou en changeant complètement l'intitulé du thème, concerner
autre chose qui n'était pas concerné dans la première formulation. Et comme je dis donc, je vais partir d'un colloque auquel j'ai assisté du 14 au 16 janvier 2008 à Barcelone. Ce colloque portait sur les enjeux de la diversité culturelle dans le contexte de l'enseignement supérieur. Et c'était donc une réunion des experts de l'UNESCO. Il y était question, comme vous pouvez le deviner aisément, d'étudier l'impact de la diversité culturelle, son importance dans un monde globalisé qui a tendance à raser les différences et à nous mener à une forme de pensée unique. Dans ma communication que j'avais intitulée « Pour les besoins de la circonstance », Babel n'est pas une catastrophe. Vous connaissez tous cette affaire de la Bible où Dieu mélange les langues de la terre de telle manière que la diversité apparaît. Cette diversité linguistique, je dis non, Babel n'est pas une catastrophe. Précisément pour dire que la diversité est au contraire source d'enrichissement parce que face à la diversité linguistique, nous avons au moins la traduction. Tout ce que nous faisons, c'est de la traduction, c'est-à-dire de la négociation à l'intérieur du système des signes. Et j'ai traduit donc votre titre en cet autre. Je l'ai traduit en cet autre, la culture comme vecteur de développement en Afrique. Et je dis bien que je vais m'en expliquer. Je suis parti à l'époque du colloque de Barcelone d'un article que j'avais écrit 9 ans plus tôt et qui avait été publié dans la revue Éthiopique. Article auquel j'avais voulu donner un titre volontairement provocateur. Comment dit-on développement en Wolof? Vous sentez bien qu'il ne s'agit pas d'une question de linguistique. Sinon, la traduction, même approximative, aurait suffi. Comment dit-on donc développement en Wolof? Parce que ce qui m'apparaissait évident dans cette rencontre, c'est que la diversité a pour matrice l'altérité. C'est l'autre en tant qu'il parle une autre langue, ou l'autre en tant qu'autre, et qui en même temps dit le même à l'intérieur d'une langue que nous partageons. Dans tous les cas, il y a altérité. Cette altérité entre les cultures, loin de vouloir la raser, loin de vouloir l'aplanir, je disais que notre intention est de la renforcer et d'y insister. Je suis parti pour faire pour écrire cet article publié dans Éthiopie, comment dit-on développement en Wolof. Je suis parti du thème soulevé et exposé par le célèbre linguiste Émile Benveniste dans Problème de linguistique générale. Et plus exactement, dans le chapitre intitulé Catégories de langue et catégories de pensée. Il y développait cette idée selon laquelle les Esquimaux avaient 80 mots pour dire la neige. Autrement dit, ils voyaient autant de neige, ils voyaient 80 neiges, et c'est pour les nommer qu'ils avaient évidemment inventé ces 80 termes. Là où d'autres peuples, comme les Ewe, c'est les Ewe qu'il prend comme exemple, les Ewe du Togo, n'ont aucun mot, j'ajouterai, les Wolofs du Sénégal non plus. Nous n'avons pas de mots pour dire la neige, nous pouvons éventuellement dire glace. Par approximation, or glace ne signifie pas neige. Et donc, je dis que si les Esquimaux disent la neige et disent de 80 façons la neige, c'est bien que ça tient à quelque chose qui fait la différence du point de vue lexical, là où nous n'en avons pas du tout. Mais à l'inverse, les Esquimaux ou les Européens auraient bien du mal à désigner certains termes de la savane africaine, par exemple. Voilà le problème qui s'installe, ce problème-là dont je vous parlais il y a un instant, et
Donc, j'ajoute que l'inexistence de la neige est précisément ce qui empêche les Wolofs de parler de la neige. On ne parle pas de ce qui n'est pas. Malebranche disait, le néant ne se nomme pas. Ils n'ont pas la neige, ils ne peuvent pas désigner la neige. Tout se passe comme s'il y avait une écologie du langage, c'est-à-dire un environnement seul qui me porte à dire et à nommer. Nommer, c'est avoir une prise sur le réel, sur un réel que je veux catégoriser, que je veux prendre dans les raies du langage, qui fonctionne à ce moment-là, qui fonctionne comme un vaste filet dans lequel je pêche le monde. Et toutes les fois que je parle, je suis en train de me faire pêcheur. Et donc, je dis, c'est Ludwig Wittgenstein, un philosophe autrichien, qui me permet de résumer ce point très rapidement, lorsqu'il affirme les limites de mon monde sont les limites de mon langage, et inversement. Les limites de mon monde sont les limites de mon langage. Le monde n'existe que pour autant que je peux le nommer. Ce que je ne sais pas n'appartient pas à mon monde, si vous voulez. L'ancien directeur de l'Office du baccalauréat avait écrit, je crois, un livre, un roman qui s'appelait Galugieri, la pirogue qui n'est pas une pirogue sur la mer, mais qui est une pirogue sur terre. Et vous savez bien qu'on nomme le train Sahara, c'est-à-dire fumée. C'est la fumée qu'on aperçoit au loin dans la savane. On le nomme donc par une métonymie. Quelque chose qui appartient bien au train, mais qui n'est pas le train de toute façon, qui n'appartient même pas au train en tant que tel. Donc, si les cultures prennent le visage de l'altérité, nous autres qui nous installons, qui sommes installés dans l'interculturalité, puisque nous parlons le Wolof, nous parlons le français, l'anglais, au terme d'une histoire compliquée et tumultueuse, nous pouvons dire que de ce point de vue-là, notre aventure ne pouvait être que ambiguë, pour parler comme notre aîné Cheikh Hamidou Kane. Donc dans mon discours qui portait sur l'altérité, j'essayais d'étudier les rapports complexes qui se tissent entre le monde et le langage. De telle manière que lorsque j'en suis venu à me faire proposer ce thème, la littérature et développement, je me suis dit, attention, s'il s'agit de la littérature telle que nous pourrions être malheureusement tentés de l'entendre immédiatement, c'est-à-dire agents sachant lire ou écrire, mais nous les risquons en plus de les exclure du développement comme agents de développement. Alors que si nous utilisons une formulation plus englobante, culture et développement, là, nous avons la possibilité de les y inclure à nouveau et de retrouver précisément ce que ce thème avait pour ambition d'explorer. Et donc, c'est pour cette raison que j'ai formulé maintenant, je justifie la raison qui m'a poussé à déplacer le titre pour un autre titre, à déplacer un concept pour le mettre à la place de l'autre, la raison qui m'a poussé à donner une formulation plus englobante et une formulation plus centrée en même temps sur la question que je veux maintenant débattre. Alors, quand nous parlons de développement d'ailleurs, je pense que les notions que nous utilisons à ce sujet doivent être précisées. Il est très symptomatique, pour en revenir à mon article publié dans Éthiopique, il est très symptomatique que lorsqu'on parle de développement très souvent, on ne s'attache même pas à l'idée de savoir si celui à qui on propose le développement, si celui-là peut le conjuguer dans sa langue. En effet, comment dit-on développement en Wolof? Je dis c'est un petit peu comme ce cordonnier qui prétend fabriquer une chaussure pour quelqu'un sans
mesurer son pied sans même se soucier de savoir s'il en a un. C'est exactement dans cette situation que nous nous trouvons. Et c'est pour cette raison que le développement ne saurait être développement qu'à partir du moment où je peux le conjuguer dans ma langue. Mais il y en a une autre, il y a une autre raison, à vrai dire plus décisive, qui m'a poussé à cela. Il se trouve que la notion de développement n'est pas une notion neutre, ce n'est pas une notion innocente, c'est une notion plus normative que descriptive. Mais développement pour qui et pourquoi? Et qu'est-ce que cela signifie se développer pour quelqu'un? Est-ce que cette notion revêt la même signification pour n'importe qui et pour tout le monde? À l'époque, j'avais utilisé, puisque j'étais à Barcelone et qu'il y avait beaucoup d'Allemands, j'avais dit, vous savez, le bazin que vous utilisez pour faire des nappes de table, c'est ce que nos dignitaires utilisent, eux, pour s'habiller, c'est des habits d'apparat. Et donc, vous ne seriez nullement étonné, ni scandalisé, parce que votre voisin de table, un Autrichien, se nettoierait purement et simplement la main sur votre grand boubou, sur votre niette abdou. Mais absolument, voilà à quoi ça mène, justement. La Babel revient, cette fois-ci, sous l'angle, justement, de la compréhension que nous pouvons simplement avoir des mots. Il se trouve donc qu'une notion, lorsqu'elle est normative, elle ne décrit pas seulement le monde, elle intervient dans le monde. Elle y revêt une signification qui est une signification diverse. En effet, lorsque je parle le développement et que je ne parle pas seulement du développement, alors il se trouve que ce qui est impliqué dans la notion a fatalement quelque chose à voir avec la norme, avec la valeur. Parce que si nous prenons par exemple le terme de yokkute, yokkute ne signifie pas, ne se réduit pas à une simple accumulation quantitative de richesse. Cela implique en plus le bien-être, cela implique aussi le bonheur, cela implique d'autres choses. La notion charrie tellement de choses que ce n'est pas seulement une désignation, ce n'est pas seulement du quantitatif, ça signifie autre chose que, par exemple, le yokkule. Yokkule, c'est bien une addition, mais le yokkute, c'est autre chose. Alors qu'on pourrait bien traduire par comme renvoie spécifiquement à l'économique de manière très claire, mais pas yokkute, par exemple. On veut prendre le risque de généraliser, en fait, et de dire que parler de développement dans une langue donnée, c'est mettre en place un champ complexe de nature idéopratique. Ce n'est pas seulement des mots, c'est des mots qui agissent, c'est idéopratique. Ça, c'est Austin, un Anglais, qui a développé de manière magistrale ces termes-là dans son ouvrage How to Make Things with Words, comment faire des choses avec les mots, qu'on a traduit de manière très approximativement. Quand dire, c'est faire, n'est-ce pas? Mon ami, je le vois bien faire une salle qui se remue la tête, mais oui, qu'on a mal traduit. Simplement, quand dire, c'est faire, alors qu'il dit, on fait des choses avec des mots. On fait des choses avec des mots parce que, simplement, lorsque vous vous présentez, et l'exemple qu'il prend, le fameux exemple qu'il prend, lorsque des gens se présentent habillés, j'ai assisté l'autre jour à chaque fois que j'assiste d'ailleurs à un mariage, cet exemple me revient en tête. Lorsque un garçon, un beau garçon, bien habillé, avec une jeune fille superbement habillée, se présente devant le maire, et que le maire leur pose cette question: Monsieur un tel, voulez-vous prendre pour femme mademoiselle un tel? Je trouve que c'est la question la plus idiote à laquelle chacun de nous a eu pourtant à répondre bêtement oui. Et non content de cela, il se retourne vers la demoiselle pour dire: mademoiselle un tel, voulez-vous prendre pour époux monsieur un tel? Et qu'elle aussi
plus bête que jamais, répond oui. Ces deux oui, qui sont les oui les plus idiots de la terre, parce que sinon, si on ne se mariait pas, pourquoi on serait là? C'est ça qu'on a toujours envie de répondre aux mères. Mais pourquoi on serait là? Si ce n'est pas pour nous marier, mais il faut dire le oui. Et quand on dit oui, il dit « Je vous déclare unis par les liens du mariage ». Comme si vous n'aviez pas été, comme si vous n'aviez pas, pour certains, et compte tenu évidemment des changements de la période, des changements dans les mœurs, comme si beaucoup n'avaient pas essayé depuis très longtemps les choses. Et il l'embrasse comme si c'était pour la première fois. Alors qu'il l'a embrassé depuis des années. Et oui, il lui fait bisou. Un bisou très chaste. Ça, c'est génial. Alors, Austin dit, la question n'est pas une question. Voulez-vous prendre? La réponse non plus n'est pas une réponse. Ce oui n'est pas une réponse à une question. Ce oui vous marie en réalité. C'est une action. C'est une action sur le réel. À partir de ce moment-là, vous devenez autre chose l'un pour l'autre. Et c'est cela qui est fondamental. Et c'est ce qu'il appelle le performatif. Dans le langage, les énoncés se divisent en énoncés purement énonciatifs qui vous disent l'état du monde, cette bâche est bleue, et des énoncés performatifs qui, eux, interviennent sur le réel et interviennent dans le réel pour le transformer éventuellement. Et donc, vous voyez que nous ne sommes pas dans le domaine de la pure linguistique. Et donc, il faut faire très attention aux catégories du langage. Et c'est bien pour cette raison que lorsque j'étudie les rapports entre culture et développement, j'essaie de sonder à l'intérieur de la culture comment le développement s'y dit, comment le développement s'y pratique, comment le développement on y participe. Un exemple banal de ce que je dis sur le rapport entre culture et développement, j'ai dit un jour au président de la République lui-même, à Ouad, je lui ai dit, vous savez, monsieur le président, vous n'arriverez jamais à installer une usine à couper le bois, une scierie dans une forêt sacrée, pour le bien-être des habitants. Hein, en disant, on va leur faire des baraques à la place de leur paillote. Si vous le faites, vous mettez votre vie en jeu. Mais parce que, simplement, c'est la manière dont vous concevez le développement, en coupant les arbres sacrés, mais j'ai dit, c'est de la provocation pure et simple. C'est de la provocation pure et simple. Ça engage plus que cela d'ailleurs, et je n'ai pas le temps de développer malheureusement, mais c'est exactement cela que je veux dire. Et si nous restreignons même le développement à l'effort que fait l'homme pour transformer la nature, et nous savons que le processus d'hominisation est justement caractérisé par ce fait, mais nous devons faire attention au fait que cette transformation de la nature, eh bien, s'inscrit à l'intérieur d'un système de représentation. Je prends un exemple d'un système de représentation comme par exemple le mythe adamique. Le travail est conçu comme la sanction du péché originel. Et c'est donc une punition. Il faudra attendre toute une évolution dans l'histoire de l'Occident, par exemple, pour que le travail, en étant de plus en plus associé aux douleurs de l'enfantement, c'est la punition de la femme, révèle sa fécondité et change complètement de sens. Je passe la suite compte tenu du fait que je suis vraiment arrivé en retard. Sinon, je vous aurais commenté simplement le opéré des Monacorum de Saint-Augustin, ou bien la manière dont le protestantisme s'est emparé du travail à partir d'une lecture très singulière de Saint Paul,
pour le retourner et en faire un instrument du salut. Le travail devient dès lors source de salut et la marque de l'élection divine. Et c'est ainsi que le protestantisme, en changeant tous les jours fériés du calendrier catholique en jour ouvrable, a participé à l'accumulation primitive du capital. C'est cela que dit Marx dans le livre 1 du Capital. Tout le monde sait que Max Weber doit une bonne partie de sa notoriété au fait d'avoir établi un rapport très net entre l'éthique protestante et le capitalisme. Des gens, l'éthique du puritain, quelqu'un qui travaille beaucoup et qui consomme peu, c'est celui qui accumule. Voilà comment le capital s'est constitué historiquement en Europe. Et donc le mythe du travail en Europe fonctionne de cette manière-là. On a vu mon ami Malik Ndiaye à l'époque, lorsqu'il faisait beaucoup de sociologie, mon ami Malik Ndiaye a essayé d'étudier à un moment donné les rapports qui se sont tissés entre l'homme et le travail à l'intérieur des sociétés sénégambiennes après la défaite militaire des aristocraties tiédo. Le rapport à ce moment-là qui s'est noué entre le soufisme et l'éthique tiédo a donné justement le Baïfal. Le Baïfal, c'est quelqu'un pour qui le travail est un équivalent de la prière. Il y a évidemment dans les textes des passages significatifs pour le montrer. Et le Jézaou Sakour, c'est l'éthique, c'est ce que j'appelle l'épopée mouride. C'est l'épine dorsale du mouridisme, qui narre justement l'époque, qui narre l'aventure du chef, son exil, son retour, tout cela orienté autour d'une problématique du salut, et du salut par le travail. On comprend comment l'éthique Moudou des Moudou au Sénégal a pu se forger, dans ce texte-là il l'analyse, comment l'éthique des Moudou a pu se forger à partir d'une telle vision du monde, d'une telle vision du salut par le travail. Et il y a d'autres auteurs qui ont établi ce rapport, y compris en Orient, où Mishima a fait une analyse du rapport entre le confucianisme japonais, qui est centré autour de la discipline rigoureuse et absolue et de l'obéissance au chef, et de sa différence avec le confucianisme chinois qui est plus contemplatif. Et c'est cela qui donne l'entreprise japonaise telle que ça fonctionne et qui permet de comprendre comment un pays qui n'a pas de ressources naturelles, un pays qui est le seul à avoir reçu le feu nucléaire, a pu se placer à la deuxième puissance, comme deuxième puissance du monde. Et ça, c'est absolument merveilleux. C'est une compréhension simplement du travail. Il faudra bien faire des recherches en Afrique, et c'est notre devoir d'universitaires et d'intellectuels, pour voir comment l'éthique des Moudou ici, ou l'éthique et la culture des Bamileke au Cameroun, ou bien les Djoula, ou les Diallo Kerim, comment ils ont cette conception particulière du travail qui fait que, évidemment, c'est centré sur un ensemble de valeurs, sur un complexus de valeurs, et un complexus de valeurs qui est absolument exemplaire. Et il faudra voir comment la culture par-ci, par-là, peut être favorisant pour le développement ou ne pas l'être, au contraire, freiné. Tout cela donc pour souligner une dialectique complexe et qui se noue entre culture et développement. Et donc parler d'une culture du développement peut signifier autant la culture engendrée par le développement que la culture qui impulse le développement. C'est un rapport dialectique. Et je pense que je vais sauter tout cela pour le restreindre. Et pour aboutir à l'idée toute simple que l'ancien président du Sénégal,
Léopold Senghor, lorsqu'il disait la culture est finalement l'alpha et l'oméga du développement, et que nous nous gaussions de lui en disant que c'était là des propos relevant de l'idéalisme, n'est-ce pas, Tierno? Nous avions oublié simplement qu'au même moment, Amilcar Cabral déclarait dans Le pouvoir des armes que la révolution elle-même est un acte de culture. Mais ça, c'est des longs débats que nous avons eus à l'époque étudiante, et malheureusement, je ne peux pas y insister parce que, désolé de ne pas le faire, sauf si dans les débats, ces questions-là étaient soulevées, parce que nous avons déjà enlisé beaucoup de temps. Alors je saute également les débats que nous avons eus à l'époque du FESMAN sur ce scandale absolu, ce que j'appelle moi le scandale absolu, ce paradoxe africain qui fait qu'un pays qui a un continent, parce que c'est un continent, ce n'est pas seulement un pays, un continent qui porte aujourd'hui 1 milliard d'hommes, qui a un tiers des ressources mondiales, toutes richesses confondues, et des richesses, des minéraux qui n'existent nulle part ailleurs qu'ici, sous nos pieds. Comment ce pays n'arrive pas à avoir une place au Conseil de sécurité? Je suis revenu sur la question d'ailleurs dans un article publié dans Sud, je crois, où j'ai dit finalement nous avons un siège non permanent au Conseil de sécurité. Ce qui faisait le scandale de Wade, ce qui constitue notre véritable, l'un de nos principaux défis. Et ce qu'il y a, cette Afrique-là, c'est ce qu'il faut penser avec sa culture, c'est ce qu'il faut penser avec ce qui, dans cette culture, peut nous permettre de nous développer, ou ce qui constitue par contre des freins, parce qu'il n'est pas évident qu'on puisse poser comme un postulat l'idée que la culture favorise toujours le développement. Notre problème, c'est que l'Afrique ainsi conçue, parce que c'est l'Afrique qui nous intéresse, et finalement a besoin essentiellement d'un ensemble de facteurs qui, tirés de son histoire ancienne ou de son histoire récente, permettent de poser la question du développement en des termes stricts. Imaginez simplement que l'émergence d'une Afrique n'est possible que si l'Afrique arrive à se poser comme sujet. Et c'est cela qui centre le thème autour de ce que vous avez initialement conçu. Pour cette raison, il faut que l'Afrique se dote au moins d'une pensée stratégique. Une pensée stratégique, c'est une problématique. C'est une problématique, autrement dit, un ensemble architecturé, un système argumenté de raison articulé au service d'un dessein. Elle doit être la plus compréhensible possible, cette pensée stratégique. Elle doit aller des visions les plus anciennes, parce qu'il y a les mythes de fécondité en Afrique, il y a des représentations traditionnelles qui sont extraordinairement importantes de ce point de vue, et que l'ethnologie et la réflexion sur les civilisations anciennes peut récupérer, et il s'agit de faire un tri, bien entendu. Et pour nous répéter, on peut, en réfléchissant sur un demi-siècle d'échecs, de ces politiques de développement clé en main, nous dire que si la plupart de ces politiques ont échoué, c'est certainement faute de prendre en compte les préoccupations culturelles des populations. Et ces préoccupations, c'est que même si on ne veut pas tomber dans un culturalisme à tout craint, on ne peut pas ne pas prendre en compte la vision du monde des populations. Et cette vision se dit dans un langage, celui des peuples africains. Ce qui constitue un compromis, évidemment, avec leur façon de voir, avec leur manière d'être. Et c'est là qu'intervient le rôle des intellectuels.
nous savons que depuis très longtemps, le facteur intellectuel a constitué dans les sociétés une force productive. Ce n'est pas maintenant qu'on l'énonce. On ne peut expliquer autrement le développement de pays comme le Japon, comme j'ai eu à le dire, qui a réussi en un temps très court, avec tout ce qui lui est arrivé, qui a réussi avec les réformes Meiji et Tanaka, à tout miser sur la formation des élites, la formation intellectuelle. Et c'est une partie du monde donc qui va, c'est le degré de concentration de matière grise qui va, en ce 21e siècle, décréter siècle du savoir par les Nations Unies, qui va décider de la place des nations sur la carte du monde. Et c'est justement pourquoi l'urgence des urgences devra être, dans nos peuples, la formation des élites de très haut niveau et l'accélération des cadres, évidemment. Et on n'insistera jamais, de ce point de vue, sur l'importance des penseurs et sur l'importance surtout de ce qui offre le support à partir duquel, et les cadeaux à partir duquel ils pensent et transmettent leurs pensées. Ce sont eux, je dis, qui sont les armes miraculeuses. Les armes miraculeuses sans lesquelles tout projet de grande ampleur risque de sombrer purement et simplement. Ce que mes propres recherches m'ont permis de comprendre, c'est que nos civilisations traditionnelles, leur grande faiblesse, ça a été leur caractère oral. L'oralité constitue en tant que tel le problème majeur des populations traditionnelles et comme le disait Alioune Diop, c'est ce qui fait leur fragilité. La fragilité des civilisations africaines, c'est ce qui m'a amené lors du colloque qui avait été organisé pour le centenaire de sa naissance à intituler mon apport, à intituler ma communication et les nègres eurent la parole. Les nègres eurent la parole parce que Alioune Diop a réussi, de ce point de vue-là, après avoir constaté ce qu'il appelait la fragilité, j'ai un peu la tête. Voilà. Excusez-moi, j'ai eu un trou. Voilà, je suis parti de ce mot très fort de Mungo Betty qui disait Alioune Diop, mon créateur. Pour le caractériser comme un démiurge. Comme un démiurge, et j'estime que les éditeurs, en effet, constituent des sortes de démiurges. Ce que je disais de lui, c'était la chose suivante. Je dis et redis ici même, le grand génie d'Alioune Diop, en créant présence africaine, c'est d'avoir réitéré la geste du peuple juif sauvé par un livre de la dislocation au bout de 2000 ans de dispersion. En créant cette galaxie où gravitèrent les penseurs et futurs hommes d'État du monde noir et d'ailleurs, il fait partie des plus grands artisans de la décolonisation et de la libération des opprimés en général. En donnant au cogito noir une incarnation, la Société africaine de culture, il lui fournit une voix, présence africaine, et une scène, celle de l'histoire mondiale, dont certains s'acharnaient à proclamer la clôture sans nous.
Nous ne prenons pas, je crois, c'est ce que j'affirmais et je l'affirme aujourd'hui encore plus nettement que jamais. Nous ne prenons peut-être pas exactement la mesure de ces choses, de ces événements qu'ont été le Congrès de Paris, le Congrès de Rome, le grand festival mondial des Arts nègres. Nous ne prenons plus l'exacte mesure de ces événements, peut-être à cause de la distance historique qui nous en sépare, comme la distance spatiale sépare les gens des pyramides qu'on croit plus petites qu'elles ne sont en réalité. Et le premier, je dis, il suffit, on se souvient de l'anecdote de cette rencontre d'Alioune Diop avec une Italienne qui lui posait la question, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour l'Afrique? Après une courte méditation, Alioune Diop lui répondit, il existe une culture africaine, il suffit de la faire circuler, de porter à l'attention des Italiens les livres écrits par les Africains sur les Africains. Je pense que tous les éditeurs devraient pouvoir avoir au fronton de leurs établissements une telle affirmation. Au lieu de poser la question en termes d'aide pour relever le budget national, d'aide pour équiper même des salles de classe, d'aide pour la nourriture, voilà ce qu'il répond. Faites en sorte que nous puissions produire des livres et que ces livres circulent, que ces livres portent sur les problèmes de l'Afrique et sur le problème des écrivains. Et j'estime personnellement que chaque livre écrit, chaque livre édité sur ce continent reproduit ce paradigme, finalement, du dialogue qui s'est engagé entre cette Italienne et ce monsieur. Et vous savez que ce qui se trouve en jeu dans ce dialogue, c'est l'accès à la parole. Ce que l'édition fait, ce que le livre fait, pour nous, c'est l'accès à la parole. Et l'accès à la parole, vous savez que dans les civilisations, il y a des civilisations traditionnelles dans lesquelles cet accès s'accompagnait d'un bâton ou d'un objet qui lui donnait plus de poids. Et Michel Foucault, analysant le grand partage finalement du monde, disait que le grand partage, c'est l'accès à la parole ou le non-accès à la parole. Parler, être seul à parler ou être celui qui délègue la parole, c'est celui qui a le pouvoir. Et on ne participe au pouvoir que pour autant qu'on participe à la prise de parole, précisément. Et en tirer rigoureusement les conséquences, c'est admettre la solidarité entre libération du discours et discours de la libération. Albert Camus déclarait d'ailleurs dans son discours de réception du prix Nobel le 30 juillet en Suède, il déclarait « La noblesse de notre métier s'enracine toujours dans deux exigences difficiles à maintenir. Le refus de mentir sur ce que l'on sait et la résistance à l'oppression. » C'est ainsi que j'ai compris personnellement le thème. La littérature comme vecteur de développement, si on veut se restreindre maintenant à la littérature comme vecteur de développement et d'émergence, c'est avant tout et essentiellement l'accès véritable au statut de sujet libre, mais traitant des problèmes de l'Afrique et du monde, et non plus seulement en étant des objets d'études des ethnologues et des courriers. Nous avons connu une littérature qui s'inscrivait dans la volonté d'imiter l'autre pour l'égaler. Nous avons connu une littérature de protestation. Aujourd'hui, nous avons une littérature monde, si l'on veut, qui s'occupe de tout et qui s'occupe de toutes les questions du monde. Une littérature diversifiée et qui accompagne la floraison des maisons d'édition. Vous savez bien que tous
que c'est un livre, un petit opuscule, publié à Amsterdam en 1762, intitulé Le contrat social, et d'autres livres comme celui de Montesquieu, L'esprit des lois. Ce sont ces livres-là qui vont déclencher la plus grande secousse de l'histoire en déclarant que tous les hommes étaient égaux. Mais l'édition, pour jouer ce rôle, à vrai dire, décisif et stratégique, l'édition ne peut véritablement le faire que si elle est soutenue par les autorités publiques et privées, si elle couvre tout le champ de la production, du manuel scolaire au livre de fiction pure, et si on arrive à contrer la désaffection du livre qui risque justement de se produire ici comme ailleurs du fait du caractère de plus en plus attractif de l'écran. C'est une véritable politique qui doit être menée. Une politique véritable, instaurée par tous les acteurs intéressés. C'est à cette condition-là que nous ne risquons pas de régresser dans l'illettrisme. Les Africains doivent, à mon avis, à partir de là, changer le regard qu'ils ont porté jusqu'ici sur eux-mêmes et sur les autres. Il est temps qu'ils assument leur histoire. Il est temps qu'ils assument surtout toute leur histoire pour accéder à la responsabilité et pour accéder au statut de sujet libre, capable de discuter d'égal à égal avec les autres. Être un sujet responsable, c'est être capable de rendre compte à soi-même et aux autres de ce qu'on a fait de sa propre destinée, au lieu de se décharger constamment sur les autres. Celui qui a dit que tous les peuples avaient les mêmes devoirs et qui a ajouté, mais qu'il y en a qui ont plus de droits qui ont plus de devoirs que d'autres, c'est Césaire, bien entendu, et celui-là nous a donné le mot d'ordre qu'il fallait, sur lequel il fallait avoir constamment les yeux fixés, précisément pour nous élever à la hauteur de notre propre ambition. Nos droits et nos devoirs sont à la portée de nous tous aujourd'hui, grâce à l'édition, grâce à la lecture, grâce précisément à l'écriture de... Donc notre univers, c'est véritablement ce que l'on connaît, et l'on ne peut nommer que ce que l'on connaît. Alors, Barack Obama, finalement, et c'est Mamoussé qui m'a permis de réfléchir à ça, au fond, la réussite de Barack Obama est inscrite même dans le fait qu'il ait été candidat et qu'il soit élu. Quand on y réfléchit beaucoup, ce n'est pas tellement ce qu'il aura fait en tant que président 2 fois, mais ce qu'il aura réalisé que Colin Powell appelait transformational change. Parce qu'il y a des changements qui n'aboutissent à rien, mais des changements qui révolutionnent le monde. Donc la réussite d'Obama est inscrite dans ces 2 victoires en tant que 2 fois président des États-Unis. Qu'il ait changé les soins de santé aux États-Unis, qu'il ait réalisé quelque chose en Afrique ou pas, qu'il ait arrêté la distance entre les États-Unis et Cuba, ça importe peu. Yes, we can. Il a montré que c'est possible. Et c'est extrêmement important. Même s'il disait j'ai gagné, je ne veux plus être président, il a déjà réussi quelque chose. Encore qu'il est en train de réussir autre chose que je porte ici. Le grand projet du président Obama, sans que je fasse de la propagande, ça s'appelle quand même YALI. Le centre où vous êtes, avec d'autres institutions, en 4 ans, vous aurez formé 8000 jeunes Africains que l'on appelle donc Young African Leaders Initiative. Les jeunes qui sont là, allez dans le site et voyez si vous pouvez participer à ce grand programme qui va faire de vous de grands dirigeants d'entreprise ou autre chose. Bon, donc Mamoussé, encore une fois, nous on avait raison de dire, Mamoussé, quelle que soit la longueur de son retard, on reste ici, on l'attend. Encore un discours magistral, très profond. Et je crois qu'on va ouvrir pour qu'il y ait
quelques questions que le public voudra bien poser. Je crois qu'on a à peu près une... Obama, d'une certaine façon, l'élection de Obama a été une élection mondiale. C'est lui par les seuls Américains, c'est le président des États-Unis. Mais au moment où, au fur et à mesure qu'on approchait de l'élection, c'est le monde entier, c'est le globe entier qui s'est senti concerné. Chacun a été électeur à sa manière, d'une façon ou d'une autre. Face à McCain, au fur et à mesure que les débats avançaient, ce que Obama déroulait, c'était véritablement le mythe d'origine des États-Unis. C'est cela qu'il a établi, le mythe d'origine des États-Unis. Et ça transparaît clairement dans son discours d'investiture. Lorsqu'il a dit « Voici un homme dont le père n'aurait pas été servi dans un restaurant de la place il y a 50 ans et qui prête aujourd'hui devant vous le serment le plus sacré. » C'est comme cela que les États-Unis ont été faits. Le pays où tout est possible, où ce qui se joue, c'est bien le possible, et il a donc narré à l'Amérique sa propre histoire. C'est dans cette histoire-là qu'il s'est lui-même inscrit. Et c'est bien pour cette raison-là que son grand génie, c'est d'avoir déjoué le piège de l'ethnie. Alors que quelqu'un comme Jackson et d'autres groupes de négros aux États-Unis étaient, vous voyez, en Obama d'abord un noir. C'est une sorte de revanche sur l'histoire. Donc il n'était pas question, ce n'était pas l'enjeu. Ce n'était pas l'enjeu. Et c'est pour cela que le soir où on a montré justement, en train de dire ce discours d'investiture, et qu'on voyait le révérend Jackson tenant le drapeau américain et qui pleurait. Mais c'était la plus belle image que j'ai retenue de cette élection. Parce qu'il a fait ce que Christian Salmon, un spécialiste de la science politique et de la communication, appelle le storytelling. L'histoire, le conte que chaque peuple se raconte à lui et aux autres. Et il dit, Obama, c'est bien le storytelling porté à l'incandescence. Parce que, il dit, le titre de l'ouvrage, entièrement, le titre de l'ouvrage, que je dis en entier, c'est storytelling, la machine à narrer des histoires et à formater les consciences. C'est cela, précisément, le but de toute politique d'éducation, de toute communication réussie. Une communication réussie, que c'est l'histoire que l'autre attend que je lui narre et que j'incarne au moment précisément où il y a l'air. Et ça, vraiment, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est pour ça que je dis, Obama, c'était l'improbable. C'était l'impossible rendu possible. Et c'est l'improbable, et il était plus improbable qu'il atteigne son but que nous d'atteindre le but. Malgré tout, puisque nous avons les pieds sur notre propre sol, nous n'avons rien à voir avec eux. Obama, c'est l'aventure de l'année. Et donc, il a, dans ce discours-là, rappelé en disant, lorsque les pères de cette nation étaient sur le fil, la révolution était sur le fil du rasoir, et que nous pouvions tout perdre. Cette nuit-là, où ça s'est passé, où il y a eu la grande confrontation, il dit, le père de notre nation, il a envoyé des gens aux 4 coins du pays pour qu'ils disent à nos enfants que nous n'avons pas reculé. Et c'est ainsi, c'est vraiment une chose, un discours absolument énorme, une parole, et c'est peut-être un storytelling de ce genre que l'Afrique a élaboré. Avec ses écrivains, il va falloir de toute manière être inventif, avec ses écrivains, avec ses éditeurs, qui sont une fois de plus, comme je disais, des murs de cette parole, et qui en sont en même temps des beaux paillettes.
Donc ça, c'est quelque chose d'important. Je ne voulais évidemment pas développer ces questions-là parce que c'est pas possible de détester par retard déjà. Donc, aussi, les choses risquent de glisser sur autre chose. Parce que quand même, la rhétorique d'Obama fait partie des choses qui portent singulièrement et symboliquement le nom d'Amadidien. C'est-à-dire un discoureur, si l'on veut, un homme d'échange. Dans la courtoisie, certes, mais sans aucune concession quant au fond. Alors ça, j'ai dit que c'est un service irremplaçable que vous rendez simplement à la population sénégalaise. Parce que pratiquer ces lieux, ces endroits, et échanger dans ces endroits, ça remplace des années de lecture. Et ça donne surtout le goût d'aller voir. D'aller voir. Je disais, lorsque mes premiers étudiants, je les avais en face de moi, c'était les Mamles Camara, c'était les l'âge cassé. Je disais, ces étudiants-là, ils étaient plus intéressants parce que c'était des interlocuteurs. Ils venaient au cours avec la volonté de contredire éventuellement le professeur. Et moi, je leur demandais de faire un contre-cours, c'est-à-dire de détruire mon argumentation de A à Z, ce qui les obligeait évidemment à aller lire, à aller au moins se ressourcer et à aller trouver toute la bibliographie à partir de laquelle je suis passé pour construire ce cours, ce qui est exigeant, parce que la contestation est plus difficile que l'affirmation, de toute manière. Et donc, eux, ils ont créé ces endroits-là. Ces endroits sont très importants parce que, précisément, lorsque on y a discuté surtout d'une chose, c'était avec la famille d'Amadi Alidien qui était là, c'était du fait que, voilà un homme qui, de son vivant, avait déjà légué sa bibliothèque à la BU. Il avait donc, d'une certaine façon, il avait dépouillé sa propre famille, il l'avait déshérité au profit de la famille plus large des intellectuels. Et Platon se posait un jour la question de savoir la différence qu'il y avait entre engendrer biologiquement des enfants et engendrer dans le beau en tant que tel, dans ce qui n'est que beau et que bien. Ça n'est pas conceptuel du tout. Ça consiste simplement en une hiérarchisation des choses telles qu'elles doivent être. Donc ceux qui mettent à notre disposition les livres, ceux qui mettent à notre disposition les lieux où on discute des livres, ceux-là, évidemment, on ne peut jamais les payer. Ils ne le demandent d'ailleurs pas. Mais le fait qu'ils le fassent avec autant de générosité, ça mérite d'être souligné à chaque fois que nous menons des discussions de ce genre. Alors, cette jeune fille qui me parlait, c'est Nadia, qui parle de savoir si je veux bien la courtier. Mais il a la réponse avant même, au moment même où il pose la question. Cette réponse va de soi. Ce dont je me réjouis, c'est de savoir que des jeunes filles, des jeunes gens affrontent le travail de création de quelque nature que ce soit. Parce que c'est du sérieux. C'est devenir effectivement être un sujet, émerger au rang de sujet discursif, c'est-à-dire au rang de créateur. Et ça, c'est quelque chose qui c'est merveilleux, c'est une éclosion. Éclosion et émergence, vous voyez le rapport? Alors il n'y a pas de problème, vous ne serez pas seulement coaché par moi, mais vous serez coaché certainement par tous ces tontons-là. Alors, il n'y a pas de problème, ce qui fait que la question comportait sa propre réponse. Alors, quelqu'un, cet étudiant a posé la question des intellectuels, de la participation ou de la non-participation des intellectuels au dialogue qui se mène actuellement.
Quand je parle des intellectuels, évidemment, oui, peut-être que j'aurais dû être plus précis. Je ne nomme pas seulement des hommes dont ce serait l'attribut. Encore qu'il y ait des gens dont le métier est effectivement le travail intellectuel. Ce ne sont pas des dockers, ce ne sont pas des pêcheurs, c'est des on les appelle les intellos. Et des intellectuels, encore faut-il pouvoir définir ce terme, parce que dans une fête où les intellectuels, dans une réunion, quelque part à Paris où les intellectuels se réunissaient, quelqu'un était venu à la porte demander s'il pouvait entrer. Et on lui demande, pour le tester, on lui demande est-ce que vous êtes un intellectuel? Il dit, qu'entendez-vous par ce concept? On lui dit entrez. Tout simplement, oui, quelqu'un qui pose cette question-là, il ne répond pas, il dit, qu'entendez-vous par ce concept? En retournant cette question uniquement, on lui a dit, entrez, monsieur. Donc c'est l'intellectualité en tant que telle qui m'intéresse, c'est-à-dire le mouvement par lequel une société revient sur elle-même pour s'auto-penser et entamer sa propre critique. Ça peut être sous toutes les formes, ce n'est pas forcément des gens même qui sont allés à l'école. C'est l'application de l'intellect aux choses de notre société, y compris lorsque cette société doit faire sa propre autocritique. Thiam a soulevé tout à l'heure ce problème. Et c'est capital. Les grands mouvements dans l'histoire des sociétés, c'est lorsque les sociétés se sont mises en face d'elles-mêmes pour entreprendre leur propre autocritique. Vous constaterez que c'est toujours à des époques de crise. Parce que la crise signifie très précisément le moment où les choses commencent à bouger, à balbutier. C'est une architectonique des plaques. Ça ressemble à des volcans. Une société, au moment où elle s'exalte, au moment où elle naît, au moment où elle est contente d'elle-même, elle écrit des tragédies pour se féliciter, pour s'applaudir. Mais c'est quand elle commence à faire des comédies qu'elle rit d'elle-même. Et c'est quand on rit de soi qu'on a pris une distance avec soi et qu'on devient critique. Et c'est ce qui fait avancer. Vous avez parfaitement raison. Faire le bilan des Africains, faire le bilan, c'est quoi? C'est se retourner sur les points de fragilité théorique et pratique d'une société. Une société qui ne le fait pas n'avance évidemment pas. Elle piétine, et c'est pour cela que j'ai dû le dire peut-être pas avec suffisamment de force, pour affirmer que, en un sens, c'est peut-être faute de l'avoir suffisamment fait qu'on ne peut pas établir un rapport immédiat entre culture et développement, entre littérature et développement. La culture peut être effectivement très conservatrice. La culture peut freiner, la culture peut être réactionnaire même, c'est-à-dire se retourner sur son passé. La gestion du passé est une chose qui est un enjeu. Moses Finlay, dans un livre sur l'histoire, sur les usages du passé, il dit les usages du passé, il y a des bons usages du passé, comme il y a de mauvais usages du passé. Dans tous les cas, l'histoire est une terrible machine de justification et une terrible machine d'interprétation, une machine, c'est-à-dire un outil, simplement dans mon rapport au monde. Et donc, vous avez raison, il faut que nous puissions nous-mêmes le faire nous-mêmes et que nous puissions, par exemple, si nous voulons poser les questions de la démocratie aujourd'hui, dans nos sociétés, vous imaginez des notions, des groupes, des parias qui existent dans nos sociétés, et nous voulons prétendre à l'égalité? Non, c'est tout cela qu'il va falloir revenir, c'est tout cela qu'il va falloir mettre à la critique. Alors, quelqu'un pose la question du Yes We Can en mettant ça en rapport avec le développement. Et il dit, est-ce que ce n'est pas, si nous ne sommes pas développés, si nous avons des problèmes, est-ce que ce n'est pas la faute à ceux qui veulent faire notre bonheur malgré nous?
Je réponds oui. Je réponds oui. Kizerbo dit quelque part, on ne développe pas, on se développe. C'est réflexif, ce verbe réflexif, c'est précisément dire qu'on ne peut le faire qu'en prenant en charge soi-même son propre développement. Quand je disais, comment dit-on le développement en Wolof, j'ai dit que ce n'était pas une question de linguistique, mais comment conjugue-t-on le développement en Wolof. Nous avions organisé il y a une vingtaine d'années un colloque à Bamako sur le développement endogène. À l'époque, c'est Konaré qui était... Ah non, il n'était pas encore président de la République. Il avait un groupe de débat également qui s'appelait Djamana, une revue qui s'appelait Djamana. Et nous étions convenus du fait que la nappe des autres n'est pas sûre. Si vous voulez vous asseoir, vous avez intérêt à tresser votre propre natte. C'est Kizerbo qui avait donné le titre à partir d'un proverbe, un proverbe d'Oula, la natte des autres. Parce que si vous vous attuyez sur la natte des autres, quand le propriétaire de la natte aura besoin de sa natte, il la retirera et vous retrouverez les fesses par terre. Voilà, excusez, mais c'est exactement cela qu'il disait. Et donc nous avons intitulé le livre, donc La natte des autres, et je crois me rappeler que le titre que moi j'avais mis de mon article, c'était pour une mise en crise des paradigmes dominants. Les paradigmes dominants, c'est à partir desquels s'organise la domination de ceux qui dominent très précisément. Et donc, c'est cela qu'il faut critiquer, bien entendu. Alors là, Élie, voilà, un homme merveilleux, simplement. C'est un jeune frère et c'est surtout un homme généreux. C'est un homme généreux, je ne sais pas comment il fait pour... Dans tous les cas, il n'a que des amis ou alors il ne voit chez les autres que des amis. Je ne sais pas. Peut-être qu'il ne se connaît pas d'ennemis du tout ou qu'il ne devrait pas pouvoir en avoir. Je ne sais pas comment on peut détester ce garçon. C'est comme ça. C'est comme ça. Non. Mais il y a... Mais il y a... intellectuels que j'adore, il y en a un qui s'appelle Etienne. En tout cas, je ne sais pas comment tu fais. Non, c'était l'emmerdeur. Alors... C'est peut-être ça, mais il y a eu une légère imprudence. J'ai cru que tu étais plus prudent que ça lorsque tu as parlé des épouses, des premières épouses et ultimes. Tu as juste derrière toi et juste à côté de toi, tu as des dames. La phrase était suffisamment équivoque tant qu'elle n'était pas terminée pour que tu puisses recevoir un coup de pilon dans le dos. Non, non. Exactement comme le voleur qui entre dans une maison et qui voit un pilon dressé contre un mur et qui, au moment de sortir, ne voyait plus le pilon. Il s'est assis au milieu de la cour. En attendant, j'attendrai ici l'aube, je ne bougerai pas. Parce que on va m'assassiner dans cette maison, dans une Foukour Guinec. C'est ce qui a failli t'arriver. J'ai vu ma femme exactement te regarder d'une drôle de manière jusqu'à ce que tu dises que la première femme est ultime, c'est-à-dire qu'elle est toute seule, ce que moi j'ai déclaré il y a bien longtemps et c'est de notoriété publique. Et je suis assez loin d'elle. Écoutez, si vous permettez, compte tenu de deux faits. D'abord, il y a tout ce programme proposé par Diallo. De deux, il y a les moustiques qui sont en train de s'acharner sur vous. Alors, comme Mamoussé a très bien enveloppé tout ça, j'ai choisi mon mot. J'ai dit enveloppé. Parce que entre les dessins qu'il prête aux femmes et les dessins qu'il a protégé coûte que coûte une femme, on ne sait pas où se trouve la vérité. Parce qu'en fait, quand Moro attaquait une certaine dame, on peut soupçonner que le mari est en train de défendre bec et ongle sa femme. Il y a la pluralité de la lecture du discours. Et c'est tellement bien dit que j'aimerais proposer qu'on puisse peut-être
nous en arrêté là, les moustiques s'acharnent à nouveau sur vous, et on a pulvérisé pas plus tard que samedi dernier. Le programme de dialogue est très bien pensé et très riche. Alors, soit on vous le lit, mais ça c'est long. Voilà, et donnez aussi vos adresses e-mail pour que l'Harmattan puisse régulièrement vous donner des informations. Hein? Vous avez un programme riche. Le dernier épisode qui se passera au WAC, ce sera le jeudi à 17h. Il y aura une table ronde. Je ne sais pas si cette table ronde est bien libellée. Parce que ça dit Senghor contre versus en latin, ça veut dire contre. Oui, c'est ça. Alors, Senghor contre Cheikh Anta Diop. Et vous mettez en place Diallo Diop. Et vous mettez en place Marietou Diop. Et vous avez comme vis-à-vis Raphaël Ndiaye. Et un autre vis-à-vis Amadou Ly. Et vous vouliez que moi je m'aventure comme modérateur entre ces deux. Ça va être difficile. Hein? C'était mon dernier mot à moins qu'Amadou...